croirait. Nous avons lancé cette invitation auprès de nos clients, de nos amis, de nos partenaires. Il y a des banquiers également, des assureurs. Notre cabinet existe depuis 1974. On travaille en famille, donc la relève est assurée. Le cabinet grossit en permanence. On vient d'ouvrir un bureau à Champs, sur Marne. On espère bien au mois de juin ouvrir un bureau à Coulommiers. On est à Brou-sur-Chantraine, à Chelles. On est à Gresse-Armainvilliers. On est à Céris. On est à Meaux, où il y a 2 cabinets qui devraient être regroupés prochainement avant l'été. Avant l'été, normalement. On va dire comme ça, de cette année. Juste un tout petit mot d'introduction, parce que comme expert comptable, on aime beaucoup les holdings. La holding, elle est bien connue, c'est quelque chose de traditionnel pour quelqu'un qui doit racheter. S'il rachète un fonds de commerce, il va faire une société qui va racheter un fonds de commerce. Mais quelqu'un qui se met à son compte et qui rachète une entreprise, il a besoin de faire une holding pour emprunter, pour déduire les intérêts. Après, celui qui a déjà une entreprise, une société qui veut en acheter une deuxième, on lui déconseille formellement de l'acheter avec la première. Dans ce cas-là, on fait une holding, on peut apporter la première et qui va pouvoir acheter la deuxième, et ça devient un outil absolument fantastique, tant sur le plan de l'image, de la crédibilité, de la gestion de trésorerie, de la capacité d'emprunt, etc., etc. Mais vous allez tout savoir avec Julien Semon. Eh bien, merci pour cette introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, on m'a demandé ce soir de venir présenter une information relative au régime fiscal et juridique des holdings. Holding, c'est un terme un peu pompeux, c'est un terme anglais, ça peut paraître un peu obscur et compliqué au grand public, mais en fait c'est relativement simple et je vais essayer de vous présenter ça de la façon la plus claire possible. Vous entendez parler de holding, vous entendez parler de régime Murphy, vous entendez parler d'intégration fiscale, et de LBO, tout ça, ça a l'air un peu compliqué, mais en réalité avec du bon sens, et si on met les mots au bon endroit, on doit pouvoir comprendre ça assez aisément. Le plan que j'ai prévu est relativement simple, c'est à quoi sert une holding. Alors j'ai 3 séquences à développer. L'intérêt de la holding en cas d'acquisition d'une société, lorsque vous entendez reprendre une société, eh bien, quel est l'intérêt de l'immatriculation d'une société holding, de la constitution d'une société holding. La deuxième séquence sera effectivement la holding comme outil de croissance et outil de gestion d'un groupe. Et la troisième séquence sera effectivement l'optimisation dans le cadre d'une cession d'entreprise. Alors, tout d'abord, je vais faire une introduction sur les transactions actuellement sur les entreprises. On constate que de plus en plus d'entreprises sont cédées dans le cadre de cession de titres et de moins en moins dans le cadre de cession de fonds de commerce, et ce pour des raisons fiscales. Vous savez, quand on cède un fonds de commerce, sauf un petit fonds de commerce, dans certaines conditions, eh bien, on est assujetti à l'impôt sur les sociétés, et puis après, le produit de cession doit être distribué. Et là, on a une problématique d'impôt sur le revenu et de contribution sociale sur les dividendes. Alors que sur les cessions de parts sociales, on a vraiment un régime maintenant qui est très attractif, puisque c'est la flat tax qui s'applique. On a un système d'imposition à 30%, contribution sociale incluse, et donc de plus en plus de transactions se font dans le cadre d'une cession de parts sociales ou cession d'actions. Alors évidemment, il faut prendre des précautions, être accompagné par un cabinet d'expertise comptable, un cabinet d'avocats pour la rédaction du protocole, les garanties de passifs. C'est un peu plus compliqué puisqu'on achète une société avec ses actifs et avec ses passifs et avec ses risques. Donc il faut prendre un certain nombre de précautions. Mais alors justement, on est sur ce premier chapitre, la société holding comme outil d'acquisition d'une société. Lorsque le cédant, l'exploitant qui part à la retraite, ou celui qui veut passer la main de son entreprise, veut céder son entreprise, il sera, on vient de le voir, plus avantageux pour lui de céder ses parts sociales, de céder sa participation. Or, comme M. Panier vous l'a indiqué en introduction, lorsqu'on veut acquérir les parts d'une société, si on les acquiert en nom propre, on va avoir beaucoup de mal à rembourser l'emprunt. Les banquiers vous l'expliqueront, je sais qu'on en a dans la salle.
Si moi, personne physique, je fais l'acquisition des titres d'une société, je vais souscrire un emprunt à titre personnel, puisque c'est moi l'acquéreur, et donc pour le rembourser, il va falloir que je fasse des distributions de dividendes et de réserves, ou de réserves de la société cible. Je vais donc passer par la case impôt pour rembourser l'emprunt. C'est un schéma qui, économiquement, n'est pas valable, puisque je vais être ponctionné de 30% des remontées de dividendes, alors même qu'il s'agit pour moi de rembourser l'emprunt que j'ai contracté pour acquérir une société. Ça, c'est le premier intérêt, c'est l'intérêt naturel de la société holding, qu'on connaît depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle pompeusement le LBO, d'accord, en anglais, et ça consiste donc à constituer une société holding de reprise pour l'acquisition des titres d'une société cible. Monsieur X, ça l'intéresse de racheter la société cible, il va constituer une société holding qui va emprunter, d'accord. Cette société, elle va emprunter, elle va avoir un emprunt, et en face, elle va avoir des titres de participation dans la société cible. Eh bien, l'intérêt justement de ce schéma-là, c'est qu'on va pouvoir, premièrement, déduire les intérêts d'emprunt du résultat de la société holding, et deuxièmement et surtout, bénéficier du régime Murphy. Alors c'est quoi le régime Murphy? Le régime Murphy, ça permet de distribuer les dividendes et les réserves de la société cible au bénéfice de sa société mère, sans frottement fiscal significatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 5% du montant des distributions qui sont dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc, si on prend 5% à un taux d'IS, allez, même si on prend le taux normal le plus haut à 30%, on a grosso modo 1,5% d'imposition. Donc ça nous fait un frottement fiscal d'1,5% d'imposition au niveau de la société holding. Vous voyez que si je compare cette situation avec celle que j'ai exposée précédemment, on va pouvoir rembourser l'emprunt avec un frottement fiscal relativement faible, d'accord, sans passer donc par la case impôt personnel. C'est ainsi que Monsieur X, dans mon exemple, va pouvoir faire l'acquisition de la société holding sans impact fiscal significatif. C'est ça le LBO, c'est simplement ça. C'est leverage buyout, c'est je vais pouvoir faire l'acquisition de la société cible en finançant mon opération d'acquisition par les résultats de la cible. Ma holding emprunte sur 7 ans. Si mon opération est bien montée économiquement, les dividendes, les résultats de la société cible vont pouvoir remonter et rembourser l'emprunt. Parallèlement, donc, je vais avoir une déduction fiscale des intérêts d'emprunt. Si j'ai une charge fiscale sans possibilité d'imputation, ce n'est pas intéressant. Donc dans ce cas-là, dans mon schéma LBO, hein, c'est ça le LBO, dans mon schéma LBO, eh bien, Monsieur X, sa rémunération, il va la prendre dans la société holding. D'accord? Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va facturer des prestations de services à la société cible. D'accord? Il aura donc du résultat imposable, il aura des produits sur lesquels il pourra imputer les intérêts d'emprunt. Et dans ce cas-là, le schéma, il est vraiment optimisé fiscalement, juridiquement et financièrement. On aura, je répète, financer l'opération, financer l'acquisition de la cible à partir des résultats de la société cible sur la période de l'emprunt. On aura pu déduire les intérêts d'emprunt, ce qui n'aurait pas été possible si on avait fait l'acquisition des titres en nom propre. C'est donc une opération effectivement efficace. Donc ça, le LBO, c'est vraiment quelque chose qui est dans la palette des reprises d'entreprise qui doit être maîtrisée. C'est l'application la plus simple finalement du régime des holdings, okay, en système d'acquisition. Donc vous avez compris ici le régime Murphy. Hein, le régime Murphy, c'est la possibilité, hein, vous avez compris, de remonter les dividendes et les réserves d'une société cible à sa mère avec un frottement fiscal de environ 1,5% à ce niveau. Le régime Murphy ne s'applique que s'il y a quand même un pourcentage de part détenue. Oui, il y a un pourcentage. Vous n'avez peut-être pas voulu développer ça. Mais... Oui, effectivement. Après, le régime Murphy, là j'étais dans un cas de reprise d'entreprise. Alors pendant longtemps, c'était 10%, je crois, pour bénéficier du régime Murphy, et il me semble que la loi de finances pour 2018 a abaissé le seuil à 5%. Ceci étant dit, dans le cadre d'un LBO, pour qu'il fonctionne correctement, il faut qu'on détienne 100%. Pourquoi? Parce que quand je reprends une entreprise, si je n'ai pas 100% de la société cible, je vais devoir remonter des résultats qui vont bénéficier à d'autres personnes que le repreneur. Et donc, ces autres personnes risquent d'être imposées à leur niveau. Il faut donc faire en sorte que la société holding détienne 100%
de la société cible pour que le LBO soit vraiment bien tenu. Après, il s'agit de bien faire travailler la cible pour pouvoir rembourser l'emprunt. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a des LBO qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Le LBO, c'est Leverage Buy Out. C'est-à-dire que voilà, c'est un effet de levier, finalement, fiscal, qui me permet d'acquérir la société à partir de ses propres résultats. D'acquérir la société cible à partir de ses propres résultats. Résultat obligatoire d'une société SARL, SA, SAS. Alors ça va dépendre. C'est vrai que si on acquiert les titres d'une société, vaut mieux qu'elles soient en SAS, parce que je vais avoir des droits d'enregistrement en SAS qui vont être relativement faibles. On est à 0,1% de droits de mutation, de droits d'enregistrement sur l'acquisition d'actions, SAS ou société anonyme, alors que pour les parts sociales, c'est une incongruité du droit fiscal, c'est comme ça, les droits d'enregistrement sont de 3%. Donc avant l'acquisition, généralement, et même un instant de raison avant l'acquisition, on peut avoir un intérêt à transformer la cible en SAS pour réduire les droits d'enregistrement. Ce n'est pas un abus de droit, ça a été jugé. Donc voilà, vous avez en vue une SARL, et bien vous exigez qu'elle soit transformée juste avant l'acquisition. Ça peut avoir un impact important. 3% versus 0,1, voilà. Alors il y a d'autres implications, c'est que effectivement, si j'ai une holding, donc personne morale qui détient une SAS, même si je ne dépasse pas les seuils légaux, il me faut un commissaire aux comptes. C'est aussi à mettre dans la balance. Le coût du commissaire aux comptes, ça peut avoir une incidence effectivement sur les choix, tous les choix pré-cession. Entreprise individuelle qui montrait une holding familiale par exemple, pour acheter d'autres choses, c'est pas possible de remonter le résultat de l'entreprise individuelle. Ouais, dans une entreprise individuelle, on n'a pas de régime mère-fille. Il faudrait d'abord transformer l'entreprise individuelle en société pour nous trouver en situation de bénéficier du régime mère-fille, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, l'intérêt de la société holding pour la gestion de ses participations. C'est le cas le plus fréquent qu'on rencontre et on l'a traité à de nombreuses reprises avec les collaborateurs de Panier Associés et toute l'équipe. C'est le cas d'une société, d'un chef d'entreprise qui se retrouve en milieu de carrière, qui a accumulé un petit trésor de guerre, qui a donc de la trésorerie et qui se dit voilà, moi cette trésorerie-là, aujourd'hui, je ne la sors pas de ma boîte parce que je sais que si je distribue, je vais passer par la case impôt. D'accord ? Or, j'ai pas envie de payer 30% au trésor public de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu, ce d'autant plus que cet argent, j'en ai pas besoin là pour la satisfaction de mes besoins personnels immédiats, pas pour acheter ma résidence principale ou ma résidence secondaire, mais j'ai plutôt vocation à les réinvestir ces sous, soit dans une nouvelle entreprise, soit dans un investissement patrimonial, pour acquérir des bureaux destinés à être loués, pour acquérir un bien immobilier de placement. Prenons ce cas toujours le même, d'accord ? Ce monsieur, il a une société, d'accord ? Société A. Hein, vous avez compris qu'ici, on a du cash à l'actif. Si ce monsieur, il distribue, qu'est-ce qu'on a ? On a aujourd'hui, c'est simple, on ne se pose pas de questions, c'est la flat tax, c'est 30%. D'accord ? On a 30% sur toutes les distributions, sur tout ce qui remonte. Je casse la tirelire, ça me coûte 30%. Ce monsieur dit, encore une fois, c'est pas pour moi pour m'acheter un bateau, c'est pour réinvestir. Alors, on va lui conseiller justement la constitution d'une société holding. Monsieur X, il va apporter les titres de la société A à une société holding. D'accord ? S'il fait ça, plusieurs avantages. D'abord, c'est simple, il va pouvoir bénéficier du régime mère-fille. Autrement dit, la trésorerie qui était bloquée ici, elle va pouvoir remonter dans la société holding avec un frottement fiscal très faible, on a dit environ 1,5%. Et la holding, elle, va pouvoir, si elle le souhaite, investir dans une société B, comme elle veut, puisqu'elle le descend en compte courant associé ou à l'emprunt, ou alors même créer une société civile immobilière, pourquoi pas avec Monsieur X, d'accord, pour faire des opérations de placement. Et donc cette trésorerie qui était là, enfermée dans la société d'exploitation, parce qu'on avait peur de l'impact fiscal, se retrouve dynamisée, puisqu'elle peut circuler à l'intérieur du groupe sans difficulté et avec un frottement fiscal qui est relativement faible. Ça, c'est un des intérêts principaux de la holding, pouvoir faire circuler la trésorerie pour l'affecter à de nouveaux investissements sans passer par la case impôt perso. Si M. X a besoin de ses sous pour des investissements purement personnels, la satisfaction de ses besoins courants ou personnels, ça n'a pas de sens. Et s'il a des excédents de trésorerie à placer,
dans d'autres entreprises ou même pour constituer un apport pour des opérations immobilières, eh bien, il est hautement recommandé de constituer une holding pour échapper aux 30%. J'ai un avantage de crédibilité, parce que cette société-là, dans mon exemple, elle a, on va dire, 10 ans de vie, elle est crédible, elle a des capitaux propres, elle a un fonds à valoriser, mais pourtant, comme c'était une SARL au capital de 7 500 €, le capital de 7 500 €, il n'a pas bougé depuis l'origine. Or, aujourd'hui, cette société, elle vaut peut-être 1,5 million. Eh bien, au moment de la constitution de notre société holding, lorsqu'on va apporter à la holding, on va faire un échange de titres, on va apporter des titres de la société A à la holding. Eh bien, on va pouvoir valoriser la société A, les titres de la société A, à leur valeur économique réelle. C'est là qu'intervient votre cabinet d'expertise comptable, qui vous fait un rapport d'évaluation avec les méthodes qui vont bien pour permettre de caler la juste valeur, et on fait valider ça par un commissaire aux apports, et on va se retrouver avec un capital de la société holding, un capital social sur le CABIS, noir sur blanc, qui va refléter la valeur économique de votre entreprise. Donc, dans mon cas, je vais avoir une holding avec un capital de 1,5 million d'euros. J'ai pas mis de sous, hein, j'ai rien rajouté. C'est juste que j'ai valorisé au moment de la création de la holding la société en fonction de son existant, en 2018. Et non pas le capital initial en 2007, en 2008. D'accord ? Donc j'y ai gagné en crédibilité, ce qui fait que dans mon schéma, là, dans l'hypothèse que j'ai prise, à savoir la société civile immobilière, j'ai envie de constituer, j'ai envie d'investir à Ceris pour faire des bureaux, etc., et bien quand je vais voir mon banquier, j'ai vu la Société Générale ou le Crédit Agricole, je pourrais aller les voir, fier de moi, en disant qu'il y a un commissaire aux apports qui, sous sa responsabilité, avec les assurances, etc., qui a la compagnie des commissaires aux comptes, a reconnu que la valeur de la société A, c'est au moins, au minimum, puisque le commissaire aux apports dit que c'est une valeur minimum, d'accord, et de 1,5 million d'euros. Alors là, on regarde autrement, avec ma SARL au capital de 7 500 €. Et j'aurai plus de crédibilité, peut-être que j'aurai moins d'engagement de caution pour mes investissements. Tout ça va m'aider en tout cas à réaliser mon projet d'investissement. Alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi finalement on va créer cette société holding? Bon d'accord, c'est intéressant et tout. Mais finalement, si j'ai un autre investissement, je vais acheter un concurrent, pourquoi j'utilise pas la trésorerie de la société A directement? Je pourrais faire une filiale. La société B, je pourrais la mettre en dessous. Je n'ai pas besoin de distribuer. Si j'ai une cible, j'ai la société B, je pourrais ne pas distribuer. On fait l'économie du commissaire aux apports, des honoraires des uns et des autres. Non, mais ça c'est pas bon, parce que la société A, effectivement, pourrait acquérir les titres de la société B, dans mon exemple, mais leur destin serait lié. C'est-à-dire que si un jour, et on sait que dans les affaires, les situations peuvent se retourner, si la société A devait un jour péricliter, eh bien ça emporterait dans son sillon la société B. Vraiment, c'est déconseillé de créer des sociétés, là, les unes sous les autres, parce que ça nous laisse peu de possibilités de jongler en cas de difficulté. On doit avoir la possibilité de déposer le bilan de l'une sans atteindre le patrimoine de l'autre, et vice-versa. La société holding a un intérêt pour le réinvestissement, libre circulation à l'intérieur du groupe. Elle a un intérêt en termes de capitalisation, de crédibilité. Et puis également, on a un point, c'est l'intégration fiscale. On peut avoir des situations où on a, tiens, prenons ce schéma-là, une société A qui, elle, existe depuis une dizaine d'années, qui donc réalise annuellement des bénéfices, et puis une cible là, que je viens d'acheter, j'ai des investissements à faire dedans, j'ai de la recherche et développement, ou je viens d'acheter un fonds de commerce, j'ai fait des travaux, etc. Donc je vais avoir une période en phase de lancement qui va être déficitaire. Et en tout cas, la société B, elle va être déficitaire au moins les 2-3 premières années. Plutôt que de payer l'IS, ici sur la société A à 28%, et avoir un stock de déficit à reporter ultérieurement, eh bien la société holding, ça c'est un des avantages, peut décider d'opter pour l'intégration fiscale. Autrement dit, je n'aurai qu'un seul résultat du groupe, qui sera la somme algébrique des plus et les moins de l'ensemble des sociétés du groupe, et qui sera imposé annuellement au nom de la société holding. Il faut que la holding détienne 95% au moins de chacune des sociétés qu'elle souhaite intégrer fiscalement. J'impacte le déficit de l'une sur le résultat de l'autre, c'est toujours plus favorable que d'attendre qu'elle devienne une bénéficiaire, ma société déficitaire. Voilà à peu près la palette finalement d'outils que vous pouvez utiliser dans la gestion d'un groupe. On a vu la première séquence, c'était simple, le montage LBO. Je veux acheter, j'ai une cible, j'emprunte sur la holding et je rembourse par l'origine Murphy, par la méthode dividende.
Ici, eh bien, j'ai de la trésorerie excédentaire. Je veux la replacer pour de nouvelles acquisitions. C'est intéressant. D'ailleurs, même si je n'ai pas de trésorerie excédentaire, je suis intéressé par la société B, d'accord, pour crédibiliser l'opération et j'apporte les titres de la société A, et puis la holding va apporter les titres de la société B. Moi, je vais me rémunérer dans la société holding. Moi, M. X, le dirigeant, va se rémunérer dans la société holding et va refacturer des management fees aux différentes sociétés en fonction du travail qu'il réalise. Ça, c'est un groupe qui est cohérent et qui commence à prendre forme. L'idée, toujours dans l'économie, c'est que les sous, l'argent puisse circuler sans frottement fiscal pour qu'il puisse être investi en totalité. C'est ça qui crée l'effet de levier des investissements. L'autre intérêt économique que je vois aussi, le fait que la société holding est un gros capital social. Je pense aux gérants de sociétés ou aux patrons de SS qui, depuis le 1er janvier, voient leurs dividendes taxés au RSI ou pour les salariés en cotisation sociale. Je rappelle qu'il y a une exonération de charges sociales à hauteur de 10% du capital. Exactement. Donc là, sur la société à 1,5 million, ça permet quand même de sortir 150 000 € de dividendes. Absolument. Sans charges sociales. Absolument. En d'autres termes, ce que vient de dire monsieur qui est très pertinent, c'est vous savez qu'au-delà de 10% du capital, les distributions sont aujourd'hui assujetties aux cotisations sociales. Eh bien, avec un système où je prends mes dividendes, non pas au niveau de la société d'exploitation avec son capital initial, mais au niveau d'une société holding avec un capital revalorisé, eh bien, effectivement, la barre de 10% est plus haute. Et donc, je bénéficie plus largement de l'abattement sur les cotisations sociales. On peut aussi indiquer qu'on multiplie le taux d'IS à 15%. Vous savez que jusqu'à 38 120 € de bénéfices, si je n'opte pas pour l'intégration fiscale. Si j'opte pour l'intégration fiscale, j'ai qu'un seul résultat, donc j'ai qu'une fois 38 120. Mais si je décide de ne pas opter pour l'intégration fiscale, parce que toutes mes sociétés sont en plus, ou toutes mes sociétés sont en moins, eh bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir bénéficier du taux de 15% jusqu'à 38 120 à chaque niveau. J'ai une SCI soumise à Liège, j'ai une société soumise à Liège, etc., etc. Je peux avoir 38 120 €, donc des 15% sur plusieurs sociétés. Dernier point, et non des moindres, c'est l'intérêt de la holding en cas de cession de son entreprise, de vente de son entreprise, au moment de la cession ou de la transmission à titre gratuit d'un groupe. Ce brave monsieur X, qui a sa société A, d'accord, il a trouvé un repreneur, il arrête, soit départ à la retraite, soit changement d'activité, en tout cas, ou start-up. Hein, il entend vendre sa société. On sait que maintenant, le régime est relativement simple, c'est clair, c'est lisible, c'est 30% la plus-value. C'est ce qu'on appelle la flat tax, 30%, le prix de cession, moins le prix d'acquisition, c'est-à-dire le capital initial ou le prix d'acquisition des titres. Ça coûte 30%. Bon. Maintenant, ce monsieur X, il dit, mais moi, j'ai vocation à réinvestir au moins une partie. C'est dommage de payer 30% alors que quelque part, ce produit de cession, moi, je vais le réaffecter à une nouvelle activité. Donc, pour éviter de passer par la case impôt sur le produit de la vente, et bien justement, on peut intercaler une holding. C'est ce qu'on appelle le schéma d'apport-cession. On reprend notre schéma, cette société-là, elle vaut 1,5 million aujourd'hui. D'accord ? L'impact fiscal, s'il vend, c'est 500 000 €. Impôt sur le revenu, plus CSG, CRDS. C'est ce qu'on appelle la flat tax, c'est ça. D'accord ? C'est un peu moins, puisque j'ai un tiers, j'ai passé 30%, mais bon, grosso modo, c'est 480 000 €. Retenons que pour céder une boîte à 1,5 million, ça coûte grosso modo 500 000 €. Le choix est annuel. 405, et le choix est annuel et pour l'ensemble des revenus. L'ensemble des revenus du foyer fiscal. Donc il faudra, sur l'année d'imposition considérée, il faudra donc choisir si on se place en régime antérieur ou en régime de la flat tax. Il faut planifier, parce que, encore une fois, l'option, elle est annuelle. Hein, soit on est sur la flat tax, soit on est sur le régime antérieur, avec les abattements pour durée de détention, mais l'option, elle est pour tous les revenus. Il faut avoir créé son entreprise depuis plus de 8 ans, mais également l'avoir créée, c'est-à-dire avoir acquis les titres dans les 10 ans de la création. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut que ce soit aussi une entreprise nouvelle. Il faut que quand on a créé la société, il faut que ce soit une entreprise nouvelle. Celui qui a acquis un fonds de commerce il y a 10 ans, et qui le revend aujourd'hui, il ne peut pas bénéficier des 85% parce qu'il a repris une activité préexistante. Donc il faut bien mesurer si on est dans le champ du 85% ou pas. Ça mérite quand même une étude fine. Reprenons notre exemple basique, si vous voulez bien, apport-cession. Alors là, on peut conseiller, si M. X a vocation à réinvestir, de faire un apport des titres de la société A à une société holding. Autrement dit, M. X va apporter à une société holding, d'accord, les titres de la société A.
quand je reprends mon bilan de société holding, je vais avoir des titres de participation, puisque j'aurais fait intervenir un commissaire aux apports, le cabinet PAMI, etc. Je vais avoir des titres de participation ici, et le cabinet Sebank aussi. Je vais avoir des titres de participation ici qui vont être valorisés à 1,5 million. Vous me suivez? Donc, c'est plus moi qui cède, c'est ma société holding. Donc, quand je vais calculer la plus-value, au moment où je vais céder, hop, 1,5 million d'euros en titre de participation, je les sors pour 1,5 million, puisque c'est le prix, c'est un instant de raison avant, c'était le mois dernier. Je vais donc avoir une plus-value nulle. Autrement dit, la société holding va pouvoir percevoir du cash, de la trésorerie, sans être passée par la case impôt. D'accord ? Étant précisé que lorsque M. X a apporté les titres de la société A pour 1,5 million d'euros, sa plus-value comptable, cet échange de papier, puisqu'il avait une société qui avait un capital de 7 500 euros et qui est aujourd'hui valorisée à 1,5 million, d'accord ? Eh bien, sa plus-value, disons latente, a été placée en report d'imposition. Donc lui, il n'est pas imposé là-dessus. Il a fait ce schéma. Report d'imposition, on va y venir. Il a apporté les titres à la société holding, la holding les vend. Il n'y a pas de plus-value comptablement parce que les titres sont inscrits à l'actif à 1,5 million, je les sors à 1,5 million, c'est zéro. Et donc je vais pouvoir me retrouver avec du cash, j'ai sorti la société A, pour pouvoir réinvestir librement dans une nouvelle activité, etc. etc. Alors, sauf que il y a eu des débats en jurisprudence sur la question de savoir si ce schéma était abusif. Parce qu'effectivement, les intérêts du trésor public peuvent être considérés comme lésés, puisque on ne passe pas par la case impôt immédiatement. Alors, il y a eu un courant de jurisprudence jusqu'en 2015. Alors, quelle est la proportion du réinvestissement qui doit être constatée pour que ce schéma puisse être considéré comme valable et non pas uniquement artificiel pour léser les intérêts du trésor? Une série d'arrêts, beaucoup de contentieux, j'ai eu beaucoup de dossiers là-dessus au cabinet, etc. Bon, sinon on peut considérer que c'est un abus de droit avec les pénalités, c'est assez lourd. Bon, maintenant les choses sont claires. Depuis le 1er janvier 2016, la loi est venue fixer tout ça, donc on est en totale sécurité juridique. Autrement dit, si j'ai apporté à ma société holding les titres de la société devant être cédés dans les 3 ans de sa vente, si je détiens les titres de la société devant être cédée depuis moins de 3 ans, d'accord, je suis contraint à un réinvestissement d'au moins 50% du produit de la vente, et ce dans les 2 ans de la vente. Je m'explique, je donne un exemple. Donc, j'ai les titres depuis moins de 3 ans, ici. Ma holding, elle a moins de 3 ans. Si elle a moins de 3 ans, je dois réinvestir au moins 50% du prix. D'accord ? Réinvestissement d'au moins 50% du prix dans un délai de 2 ans. Mais si je réinvestis 50% du prix dans un délai de 2 ans dans une activité économique, c'est-à-dire dans un nouveau business, au moins 50%, alors je n'ai pas d'imposition personnelle. Tout ça est considéré comme valable. Le régime d'apport-cession permet cela. Permet d'échapper à l'impôt lorsqu'on a vocation à réinvestir au moins la moitié du produit de cession. Maintenant, on ne peut pas lâcher. Monsieur X pourrait dire, mais moi, sur les 1,5 million, j'ai quand même envie de m'acheter une belle résidence secondaire, donc je veux bien payer de l'impôt sur une partie. Alors dans ce cas, on va lui dire, on va faire différemment. Vous allez créer une société holding, vous allez apporter 2/3 du capital de la société A. Et il va garder encore 1/3 à titre perso. De telle sorte que, sur mon exemple, il aura 500 000 euros de prix de cession qu'il va encaisser à titre perso, d'accord, ou il va payer grosso modo 150 000 euros d'impôt sur le revenu. Il va lui rester 350 pour acheter ce qu'il veut en Normandie. Et puis, et là, il va percevoir finalement 1 million, dans mon exemple, sans passer par la case impôt. D'accord ? Mais il devra réinvestir combien ? Au moins 500 000 euros. S'il ne réinvestit pas, la plus-value de l'apport, la plus-value qui est en report d'imposition, elle tombe. Ça fait mal. Parce qu'on va dire, monsieur X, vous êtes gentil, machin, vous allez être imposé sur les 1,5 million, sur la totalité. Mais dans ce cas-là, le report d'imposition, il finit bien un jour par être imposé. Pas vraiment, parce que, je veux dire, il y a deux façons. D'abord, une holding personnelle, elle n'a pas vocation à être dissoute. Le report d'imposition ne tombe que dans 2 cas majeurs, sauf 2 cas majeurs, la dissolution de la société holding. Or, même si elle n'a plus d'activité, je n'ai pas vocation à la dissoudre, puisque ce n'est pas cessible, c'est une coquille, ma holding. Et deuxièmement, la vente de ma société holding. Alors, dans certains cas, on peut avoir intérêt à vendre une grappe avec plusieurs sociétés. On peut créer dans ce cas-là une surholding, enfin il y a des choses à faire. En tout cas, la plus-value en report d'imposition, elle,
n'a pas vocation à être imposée. Autre cas, c'est la holding comme outil de transmission patrimoniale, de transmission familiale. Et là, on échappe au report d'imposition. Chez Madame X, on a une société holding, et cette holding, elle a une SCI A, elle a une SCI B, elle a une société A, et elle a une société B. Voilà. Elle a une plus-value en report d'imposition ici. Elle peut faire une donation à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle peut donner. Alors, là, vous savez que pour l'instant, on a 100 000 euros par parent et par enfant en exonération, mais il est prévu, en tout cas il était dans le programme présidentiel, d'augmenter l'abattement en ligne directe. Et c'est quand même beaucoup plus aisé, surtout pour le respect de l'égalité entre les enfants. On sait que ça peut poser problème, on en parle pas mal en ce moment. De donner finalement des parts de la société holding pour donner, je vais te donner 10% de la grappe et tu auras accès finalement indirectement à toutes les sociétés. Plutôt que de se dire, bon, on va faire compensation, mais oui, je te donne une partie de là, donc à ton frère, je vais donner une partie de là, source de conflit. Et là, on purge la plus-value en report d'imposition. Quand je fais une donation, si je paye les droits ou si je bénéficie de l'abattement, eh bien, ça ne fait pas tomber la plus-value en report d'imposition qui se trouve définitivement purgée. Donc si je donne, je transmets à mes enfants, avec l'abattement, ça ne va pas faire tomber ma plus-value en report d'imposition. Il était question à un moment donné que la donation des titres brevets d'un report d'imposition fasse tomber le report d'imposition, mais le Conseil constitutionnel a dit qu'on ne pouvait pas reporter l'imposition, enfin bon, voilà, c'était compliqué, et donc ça n'a pas été mis en œuvre. Donc voilà, c'est un outil de transmission également, la holding, à l'intérieur d'un groupe familial, et donc ça ouvre finalement beaucoup de possibilités. Idéalement, il faudrait que monsieur et madame X, s'ils peuvent, en fonction de leur possibilité de donner, puissent garder l'usufruit de leur groupe et donner la nue propriété des titres à leurs enfants. Autrement dit, c'est les patrons jusqu'à leur dernier souffle, et après, les enfants héritent du groupe sans passer par la case impôt de succession. Ça, c'est intéressant. Après, c'est un calcul à faire en fonction de la valeur, de ce que les enfants ont déjà reçu, de l'âge des donateurs, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses à maîtriser, à comprendre, pour choisir le schéma le plus adapté. Sur le premier, on a parlé d'une holding de moins de 3 ans. Oui. Et si on a plus de 3 ans? Alors, moins de 3 ans, plus de 3 ans, c'était... Oui, alors, c'est une bonne question. On reprend le schéma pour que tout le monde comprenne. Là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, quand on a un régime d'apport-cession, eh bien, si les titres de la société que je vends, je les détiens par l'intermédiaire de ma holding depuis moins de 3 ans, dans ce cas-là, j'ai une obligation de réinvestissement de 50% du prix. Si ce n'est pas le cas, si j'étais prévoyant, si j'écoutais les conseils de mon expert comptable et que j'ai créé ma holding rapidement, d'accord, bien avant la vente, bien avant la retraite, etc., eh bien, dans ce cas-là, et donc au moment de la vente, j'ai plus de 3 ans, je fais ce que je veux des sous. Autrement dit, je peux tout investir dans l'immobilier, je peux tout laisser en SICAV, je peux tout mettre à la bourse. Voilà, je peux faire ce que je veux, j'ai pas d'obligation de réinvestissement. Mon report d'imposition, il tient. L'investissement de 50%, il doit être fait dans C'est important. On ne peut pas créer des actions avec. Alors, des actions, si, mais pas des actions de placement, pas des titres cotés. Voilà, c'est ça. D'accord, pas des titres cotés, mais des titres non cotés, oui, parce qu'il faut réinvestir dans une entreprise. Alors souvent on me pose la question, et l'administration a été un peu piégée, parce qu'à un moment donné, il y avait un flou là-dessus. Si je décide d'acheter des titres Total, ou des titres, j'en sais rien, AXA, quelque part c'est une entreprise, j'investis dans son capital. Et donc l'instruction, il y a une instruction administrative qui a dit non, pas dans les titres cotés. Parce que les titres cotés, c'est impersonnel, c'est du placement financier. D'accord ? En revanche, si je veux investir dans, j'en sais rien, moi, dans une boîte de bâtiments de série, j'ai la possibilité d'entrer au capital, même à hauteur de 10%, 20%, 30%, peu importe. Il faut que ce soit un investissement en capital. L'administration exclut les investissements en compte courant d'associés. Il faut que je souscrive au capital ou que j'acquière des titres de participation. Et d'ailleurs, il peut y avoir des allers-retours possibles, puisqu'on nous dit qu'on satisfait l'obligation de réinvestissement à hauteur de 50%, si on conserve les titres acquis au moins 2 ans. Je prends un exemple. Je suis là, monsieur X, il fait un apport-cession. Il vient nous voir au mois d'avril et il dit moi je vends ma boîte en juin. On peut le faire. Donc on le fait, on crée sa société là au mois d'avril, il vend sa boîte en juin, d'accord ? Il a jusqu'en juin 2020 pour réinvestir. En avril 2020, il trouve une cible, il met de l'argent dans le capital d'une société. Okay.
il doit garder la participation dans la société B, celle où il a réinvesti, 2 ans seulement. Après, il peut sortir. C'est pas méchant. Acheter les parts d'une SCI, est-ce que finalement ça peut être considéré... Alors non, parce qu'une société... Alors, c'est un peu trompeur. Parce que le terme fiscal activité économique, c'est quand même bien défini. Ça ne doit pas être du patrimonial. Si vous avez une détention passive, c'est pas admis. En revanche, vous pouvez investir dans l'immobilier, mais pas dans l'immobilier de location. Ça peut être du marchand de biens. Alors, si vous voulez faire du marchand de biens, vous avez vendu votre boîte, vous avez un petit pécule, etc. Vous voulez acheter des biens pour les retaper, pour les revendre en faisant une marge, c'est une activité de marchand de biens. C'est une activité commerciale au sens fiscal, c'est tout à fait possible de le faire. Là, il y a toute une question pour savoir si la location en meublé, c'est une activité économique ou non. Alors, il semblerait que l'administration, maintenant, désormais, penche pour le oui. Elle disait non pendant un certain temps. Mais s'il y a une implication personnelle, etc., on va dire que c'est une activité commerciale. Donc, finalement, vous pouvez réinvestir dans le logement en meublé. Donc, le réinvestissement en fait, de ces 50%, ce n'est pas nécessairement les rachats de parts déjà existantes. Non, Ça peut être la création bien sûr, bien sûr. d'une nouvelle activité. C'est même la voie naturelle, le réinvestissement, effectivement, qu'on maîtrise. C'est-à-dire, je crée une société avec un capital de X milliers d'euros pour me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ou pas, mais en tout cas une aventure économique. En tout cas, l'instruction est claire, il faut que ce soit investi en capital social. Il y a des exceptions en achat foncier agricole et forestier. Vous savez ça? Vous parlez de l'IFI? Non, je parle dans le cadre de réinvestissement. Ah, le Pour réinvestissement. professionnel. Oui, le réinvestissement dans une activité économique, vous pouvez, effectivement, dans une activité agricole, c'est acceptable. Je ne crois pas que le forestier soit admis, il faudrait peut-être vérifier. Parce que ce n'est pas une activité professionnelle, ça reste un investissement. Mais quand même à vérifier, ça vaut le coup de le vérifier. Est-ce que j'ai intérêt au moment où j'apporte les titres de la société commerciale à choisir la valeur la plus haute ou à une valeur médiane, etc. Donc, si on peut convaincre le commissaire aux apports de la fourchette haute, ça nous permet de gagner en crédibilité et puis en cas de revente, de partir d'une base plus haute. Je prends mon exemple, j'apporte à 1,5 million, d'accord, finalement je ne vends pas tout de suite, je vends 3 ans après à 2 millions, d'accord, je vais être imposé sur la différence entre 2 millions et 1,5 million au niveau de la holding, je paye l'IS dessus. Donc il vaut mieux effectivement essayer de purger au maximum la plus-value à son plus haut niveau en valorisant, voilà, mais dans la limite de la réalité économique. Donc là je vous dis effectivement, si je valorise, en 2018 je fais mon apport, donc je crée ma holding avec ma société A que je valorise à 1,5 million, c'est bien. Si je la vends en 2021, d'accord, je la vends en 2021 à 2 millions, vente à 2 millions, je vais avoir un IS, mais un IS réduit, puisque il n'y a que 12% de la plus-value qui rentre dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Autrement dit, aujourd'hui, avec un taux d'IS à 28, ça me coûte 3,36%. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Je vous le dis. Alors, 2018, j'apporte à 1,5 million. 2021, je vends à 2 millions. Comptablement, j'ai une plus-value de 500 000 euros. Comment je vais être imposé sur ces 500 000 euros? 12% des 500 000. Voilà, il n'y a que 12% de 500 000 qui vont être dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés. D'accord? Comme l'impôt sur les sociétés, c'est 28%, maintenant, voilà, ça va encore descendre. En 2021, non, ça ne sera pas 28%, ça sera 26,5%. Bon, passons. En tout cas, les 500 000 euros, le taux d'imposition effectif, c'est 3,36%. Donc l'impact de la valorisation en fourchette haute ou fourchette basse n'est pas très important. On sait qu'après 2 ans de détention, plus de 2 ans de détention, je suis en régime du long terme et je suis imposé à 3,36. Ça va? Donc ça c'est intéressant. Ça c'est aussi un intérêt de la holding. Si je constitue la holding suffisamment tôt et qu'au moment de la vente de mes titres, j'ai plus de 2 ans de détention, alors ma plus-value sera imposée à 3,36%. C'est un paradis fiscal la France. Voilà. Alors que si je cède à titre perso, c'est 30%. Je ne connais que Maître Souvent pour vous présenter la fiscalité et les options avec autant de sourire et d'optimisme. Non mais c'est vrai que souvent on vient me voir en me disant bon Maître Souvent, vous êtes gentil avec votre holding, mais moi on m'a parlé du Luxembourg, on m'a parlé... D'abord vous exposez au foudre de l'administration fiscale, vous jouez avec le feu. Le Luxembourg, le truc, machin, Malte, ils inventent n'importe quoi, et vous allez vous faire piquer la société, vous ne le saurez pas. Bon, d'abord, je préfère rentrer le dossier au cabinet et faire du droit français, ça c'est une première chose. Mais en toute honnêteté, franchement, là, le régime des holdings tel qu'il est conçu, après 2 ans de détention, il est très avantageux. On n'a pas besoin d'aller chercher un paradis fiscal. Alors, on a d'autres problèmes dans le système fiscal français, je ne suis pas en train de le défendre, mais en tout cas, ce régime-là est très, très attractif. La holding, elle nécessite un commissariat aux comptes.
Non, pas nécessairement. Je peux créer une holding en SARL avec une société à portée SARL, je n'ai pas de commissaire aux comptes. Par contre, j'ai besoin d'un commissaire aux apports pour la valorisation. Mais ça, c'est si je décide de faire une valorisation. C'est pas... Ben, dans tous les cas, si vous apportez quelque chose, si vous créez une holding ex nihilo avec rien, vous pouvez mettre 1000 € de capital et faire ce que vous voulez. Maintenant, si vous faites un échange de titres, vous allez apporter pour revaloriser votre boîte à vous, ben, vous ne pouvez pas le faire au doigt mouillé. Si j'ai une holding SARL qui détient des sociétés SARL, je ne dépasse pas les seuils légaux, je n'ai pas de commissaire aux comptes. Et si c'est des SAS, Alors si c'est des SARL, j'aurai un commissaire aux comptes obligatoire. c'est la périodicité. Ben, le commissaire aux comptes, il doit être nommé pour une période de 6 ans, hein, c'est ça. Et il est là tous les ans, il envoie le d'honoraires. Je voulais te remercier parce que tu étais brillantissime. Non. Tu es brillant, C'est des trucs qu'on répète tous on les jours. l'applaudit, je crois.